Est-ce que c'est le début de la fin pour les cartes graphiques dédiées? Bon, peut-être pas exactement tout de suite, mais nous avons de plus en plus d'APU qui sortent avec des GPU surdimensionnés. On a eu d'abord les consoles, que ce soit PS5, même PS4 en avait, et même les anciennes consoles avaient souvent des APU, donc c'est-à-dire que vous avez le CPU et le GPU sur un même SoC, un petit peu aussi ce qu'on a dans un téléphone, ou même plus récemment, le Steam Deck, la ROG Ally, la MSI Clo et tout ça, utilisent des APU et c'est de plus en plus fréquent. Apple aussi, dans leur nouveau MacBook, ont fait leur propre APU. Les puces M1, M2, M3, M4 sont basiquement des APU avec un CPU et un GPU intégrés. Et les plus grands APU que propose Apple dans leurs plus grands MacBooks sont vraiment capables au niveau graphique de faire tourner des jeux AAA, même par exemple Cyberpunk qui est sorti récemment sur macOS nativement. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est pas un petit peu le début de la fin pour les cartes graphiques dédiées, surtout avec l'arrivée d'APU encore plus puissants? Et c'est le cas notamment de ce mini PC de chez GMK Tech, voilà, qui a du coup sorti un nouveau mini PC avec le fameux Ryzen AI 395+. Le nom, c'est vraiment n'importe quoi, on va être très honnête, mais derrière, vous avez un APU avec 16 cœurs, 32 threads et surtout un GPU avec 40 CU. Pour information, le GPU que vous avez dans une puce Z2 Extreme, qui est une des meilleures puces dans les petite console portable, à 16 CU, et par exemple la PS5 Pro on en a un peu plus de 60 CU, donc au final c'est un GPU qui est plutôt gros, et en plus cette puce peut monter jusqu'à 120 watts, donc c'est une option qui devient tout à fait viable pour certaines personnes qui voudraient ça dans un ordinateur portable. Et donc j'aimerais répondre dans cette vidéo tout simplement à la question: est-ce que c'est le début de l'âge des APU? Est-ce qu'on va en voir de plus en plus? Est-ce qu'ils vont être de plus en plus fréquents sur les ordinateurs portables, au point même que les GPU dédiés vont commencer à petit disparaître? J'aimerais le tester dans deux cas particuliers. D'abord, dans les jeux vidéo. J'aimerais le comparer à mon mini PC qui est ici, qui est, pour information, un mini PC avec une RTX 4070 Ti Super. Vous avez 64 Go de RAM, un Core i5 13400F. C'est mon mini PC que j'emporte partout quand j'ai besoin de beaucoup de puissance. Même s'il est très puissant et très compact, seulement 5,5 litres, c'est la taille même pas d'une boîte à chaussures, il reste quand même, voilà, il fait une certaine taille et surtout un certain poids. Donc j'ai envie de voir aussi si je peux le remplacer justement par ce mini PC avec cette fameuse puce Ryzen AI 395+, machin, cette chose. Le nom est vraiment... voilà. J'aime pas trop le nom. Ok, c'est l'heure de l'unboxing, on va quand même aller voir ce qu'il y a dedans. J'ai en réalité déjà vérifié que le PC était en bon état dedans, je tiens à le préciser. On a un petit truc avec des papiers de chez GM Tech, ma foi, voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par GM Tech. Ceci est un test indépendant, mais ils ont toutefois fourni cet exemplaire de test. Après, ça ne veut pas dire que je vais dire des bonnes choses sur eux. Si vraiment le mini PC est mauvais, surtout au niveau performance, comparé à mon mini PC à moi, ben je n'hésiterai pas à vous le dire. Et puis on a le mini PC, qui est très compact, vous pouvez le voir. Nous avons la brique d'alimentation avec quelques câbles, notamment câble HDMI, câble d'alimentation et surtout la brique d'alimentation. C'est dommage qu'elle soit externe. Ça, c'est un des points négatifs, je dirais. Après, il faut quand même le reconnaître, cette brique d'alimentation est petite, mais alors vraiment petite. Et pour information, elle fait 230 watts. Et maintenant, nous avons le mini PC. Et comme vous pouvez voir, plutôt compact. On a pas mal de ports à l'avant avec un jack, deux ports USB type A, un port USB type C qui est apparemment l'USB 4.0, donc ça c'est cool. Nous avons un slot SD taille maximum, donc pas le micro SD ou autre chose. On a un bouton apparemment pour activer le mode performance. On a le bouton pour allumer le PC qui est vert, pour je ne sais quelle raison, c'est pas le plus beau. On a aussi un bouton pour régler le ventilateur ici sur le côté. On a le petit logo qui indique quel processeur justement on utilise. Et puis nous avons plein de ports à l'arrière, y compris, il y a un petit message ici qui est un peu bizarre, ils disent que, en gros, ne branchez pas le PC avec un port Ethernet tout de suite, ou sinon ça pourrait ralentir le setup du PC, ce qui est en réalité vrai, parce que si vous branchez ça au premier setup de Windows, il commence à faire des mises à jour avant que vous puissiez utiliser le PC, donc c'est un petit peu embêtant, alors que si vous ne mettez pas le port Ethernet, vous lancez le PC, vous pourrez l'utiliser pendant qu'il fait les mises à jour, et là c'est un peu plus intéressant. Deux ports USB type A, encore une fois, je pense que c'est 2.0 ici, HDMI, DisplayPort, USB 4.0 encore une fois en type C, un USB type A, 3.1, Gen 2, machin, cette chose, un port Ethernet qui est, je sais plus, il me semble qu'il est limité à 2,5 gigabits, ce qui est dommage, franchement dommage. Si on aurait eu un
un 10 gigabits là-dessus, bien qu'on a l'USB 4.0, donc on pourrait peut-être en rajouter un. Imaginez utiliser ce mini PC à la maison comme un mini serveur ou autre chose, ce serait génial. Un jack combo micro et puis le port d'alimentation et un Kensington lock si vous voulez le verrouiller en place. Et directement, la comparaison que je veux faire, c'est face à mon mini PC. Regardez ça. Non seulement il est plus étroit, il est légèrement plus profond, mais c'est genre vraiment quelques millimètres, mais surtout il est beaucoup plus bas. Et donc là, ça le rend beaucoup plus portatif. Je pense même qu'au niveau volume, on est clairement en dessous des 3 litres, là, je pense. En réalité, ils auraient pu le faire plus petit parce qu'il y a beaucoup d'espace qui est perdu ici. Donc ça, c'est limite un petit peu dommage, mais aussi un peu compréhensible quand vous allez voir ce qu'il y a dedans aussi. On peut voir toute la ventilation du processeur qui se fait ici. Il y a un énorme radiateur et vous avez 2 ventilateurs qui seront situés derrière ici. Et pour information, apparemment, j'ai eu la version 64 Go de RAM, 1 Tera. Il existe jusqu'à une version 128 Go avec ce processeur. Et tenez compte que la mémoire est partagée entre le GPU et le CPU. Donc, vous pouvez changer les paramètres pour faire en sorte que le CPU a seulement 16 Go de RAM. Et puis, le GPU peut utiliser pratiquement, du coup, plus de 110 Go de RAM. Donc, ça peut être une utilisation intéressante pour faire tourner des modèles d'IA assez larges, notamment des modèles textuels. Alors j'avais comparé à mon mini PC, il y a un autre mini PC que j'ai qui est le Tank de chez Ace Magic, qui est un mini PC avec une 4060 et comme vous pouvez voir, déjà le Ace Magic est moins profond, clairement, mais par contre il est beaucoup plus large et un petit peu moins haut. Et du coup au niveau volume, je pense que c'est la même chose. La différence toutefois, c'est que le Ace Magic utilise une brique d'alimentation qui est massive. Elle fait 300 watts, il me semble, ce qui est juste genre 70 watts en plus que le GMK Tech plutôt. Et pourtant, elle est littéralement 2 fois plus grosse que ça. Donc, yep, pas très compact. C'est pour ça, j'étais intéressé par ce mini PC. J'étais en mode, oh, ça va être génial pour remplacer justement mon mini PC. Mais le GPU a seulement 8 Go de VRAM. C'est une 4060 mobile. Voilà, c'est pas forcément le plus puissant. Ici, on va avoir plus de VRAM, donc ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Et un autre point de comparaison qui pourrait intéresser certaines personnes, ce mini PC là utilise une carte mère mini TX très compacte, une mini alimentation et tout ça. C'est un mini PC qui me semble à peu près de la même taille que justement le framework desktop qui est aussi un mini PC avec le même processeur qu'on a ici. Mais clairement le GMK Tech sera plus petit. Sauf qu'ici, vous avez l'alimentation intégrée. Donc, regardons ce qu'il y a dans ce mini PC. Je suis curieux de voir. Alors, pour accéder à l'intérieur, d'ailleurs, je tiens à préciser au niveau de l'extérieur, vous pourriez vous dire c'est du plastique. En le voyant comme ça, on voit déjà que c'est pas du plastique, c'est de l'aluminium pour information. C'est une pièce d'aluminium courbée. Et puis, il y en a une deuxième qui fait le capot du reste. Donc, pas de plastique ici, ce qui est plutôt une bonne chose. Les vis qui permettent d'accéder à l'intérieur du PC sont en dessous des pieds. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. À mon avis, c'est parce qu'ils ont récupéré un batch quelque part, mais vous ne rêvez pas. Vous avez bien un ventilateur avec un effet miroir infini, qui n'est pas du tout visible, mais qui est aussi RGB. Et en fait, le RGB dépasse sur les côtés, donc il est visible. Et il a même, oui, il y a même un effet miroir sur le côté, et c'est quand même écrit GMK Tech. Donc, ils ont récupéré un truc d'un OEM ou autre chose. Donc, un ventilateur clairement plutôt bon pour ce que c'est, mais qui est clairement overkill. Et pour information, à quoi sert ce ventilateur? Il permet de créer un flux d'air pour les SSD et pour la carte Wi-Fi. Et franchement, c'est overkill. C'est pas une mauvaise chose à avoir parce que c'est plus silencieux. Plus là, comme il est trop épais, mais il n'est pas au-dessus des SSD, il est plus sur le côté. Donc oui, ça crée un flux d'air, mais un peu étrange comme choix. Oh, ça s'enlève directement. J'ai enlevé les 2 vis et en vrai, littéralement, ça s'enlève très facilement. Ça, c'est cool. Pour la maintenance, par exemple, là, il y a un filtre. Ça se voit, c'est bien. Il y a un petit filtre qui permet de capturer les poussières qui passeraient. Vous pouvez le nettoyer assez facilement comme ça. Nice. Et directement derrière, nous avons accès au reste du mini PC. On a 2 ventilateurs plutôt massifs, comme vous pouvez voir. Donc, plus le genre que vous verriez dans peut-être des serveurs ou autre chose, ou des gros ordinateurs portables. Et on en a 2 du coup, et c'est exactement les mêmes, je dirais. Et puis un énorme radiateur. Et du coup, tout l'air est forcément passé directement. Donc l'air rentre directement, ressort, permet de refroidir visiblement les 120 watts que peut consommer ce CPU. Donc franchement, là, GMK Tech, selon moi, a fait un très bon travail pour le refroidissement. Maintenant, on verra si
S'il est silencieux, c'est aussi un point assez important. Ok, on est dans Windows, nice. Et on peut aller voir directement les fameux 16 cœurs, 32 threads. On booste pratiquement à 5 GHz. Et on a aussi, du coup, le fameux NPU, nice. Et surtout, le GPU qui est la Radeon 8060S. Et actuellement, il s'est mis en mode splitté, on dirait, parce qu'il donne 32 Go au CPU, 32 Go au GPU. Si vous voulez changer ça, dans le driver n'est pas installé, mais vous pouvez le changer dans le driver du justement d'AMD. Mais vous pouvez aussi tout simplement aller dans le BIOS. Et c'est ce qu'on va faire. On va redémarrer et puis je vais pas du tout marcher. Deuxième solution, quand vous allez dans le menu démarrer, vous cliquez sur redémarrer, mais avant ça, vous appuyez sur Shift, vous maintenez Shift, je maintiens Shift, je maintiens Shift, et quand il dit, en règle générale, quand il dit patienter, c'est déjà bon. Et là, normalement, on peut aller dans dépannage, option avancée, et on peut aller changer les paramètres du programme UEFI. Ça permet d'accéder au BIOS. Petite astuce au passage dans cette vidéo. Et voilà, on est dans le BIOS qui est extrêmement simple, mais bon. On a 64 Go de RAM et du coup, c'est à peu près tout. C'est littéralement tout ici. On a un mode quand même avancé. On peut aller régler un petit peu plus de choses, notamment voilà. On peut aller régler la RAM automatiquement. Et donc, on peut mettre soit 512 MO de RAM, 1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 48 Go au total. Et donc, si vous aviez ce processeur-là, mais avec les 128 Go de RAM maximum qui supporte, là, vous pourrez aller jusqu'à pratiquement 112, il me semble, oui, 112 Go de RAM pour le GPU, ce qui est abusé. Vous pouvez vraiment charger des énormes modèles avec ça. Nous, ici, on va, pour le moment, je pense qu'on va laisser à 32 pour le moment, parce que je vais surtout faire des tests graphiques GPU pour le moment, donc des jeux. Et puis après, je ferai des tests d'IA où là, je passerai à 48 Go. On peut le changer, comme j'ai dit dans les drivers, donc c'est pas un problème. Limite, il y a un truc d'hyper-trading qu'on peut activer ici. Franchement, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas la peine de désactiver l'hyper-trading? On a déjà 16 cœurs CPU, c'est largement suffisant. CPU fan 1, CPU fan 2, et on a aussi le system fan. Je suppose que le system fan, c'est ce gars-là qui actuellement ne fait rien du tout. J'ai envie de le mettre à 100% juste pour voir le bruit qu'il fait. Ça, c'est 100%. Je pense que vous l'entendez sur le micro, tellement c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être un peu de trop. BIOS très simple, mais il y a ce qu'il faut, je dirais. On a aussi l'ordre de boot. Maintenant, je vais aller installer quelques jeux. Je vais faire quelques tests et je vais revenir avec les résultats. Ok, alors j'ai pris le temps de tester ce mini PC de GMK Tech et selon moi, il y a des choses très intéressantes pour le futur des APU. Alors déjà, j'ai testé dans les jeux vidéo, j'ai mis le mode 120 watts, qui est le mode de consommation le plus élevé sur ce mini PC, et j'ai vu des performances similaires à une RTX 4060 mobile, ce qui est en réalité pas trop mal quand on considère que on a 16 cœurs, 32 threads, plus le GPU, et ça tourne à 120 watts. Au niveau efficacité énergétique, c'est très intéressant. Mais il y a des choix de design qui sont très mauvais selon moi sur ce mini PC de GMK Tech. Déjà, le refroidissement n'est pas suffisant. À 120 watts, je dépassais les 90 degrés en jeu vidéo. Je l'ai vu notamment sur Cyberpunk. Et si je lançais un benchmark de Cinebench, je dépassais sans problème les 96 degrés, ce qui semblait d'ailleurs la limite thermique de ce processeur. Donc là, c'était juste pas bon. Il surchauffait. Il restait à 120 watts quand même. Je pense qu'il diminuait un petit peu sa fréquence pour pas trop surchauffer. Mais il arrivait à quand même se stabiliser à 120 watts. Mais voilà, c'est juste pas un bon mode pour l'utiliser selon moi. Vous allez me dire, Aurélien, c'est un mini PC, 120 watts c'est déjà pas mal, surtout qu'il est assez compact. Mais le truc c'est qu'il n'est pas plus compact qu'un ordinateur portable et il y a des ordinateurs portables qui pourtant ont des GPU qui consomment 175 watts. Pour moi, c'est juste un mauvais choix de la part de GMK Tech sur plusieurs points. Déjà, les ventilateurs sont ici. C'est-à-dire que tout l'espace qui est là est non utilisé. Il y a juste un vide, il n'y a rien du tout. Ils auraient pu décaler les ventilateurs même de juste 2 cm et mettre juste un plus gros refroidissement, plus d'ailettes, plus de coils-duc et mieux justement refroidir ce processeur. À côté de ça, vous avez aussi le fait que vous avez un énorme ventilateur pour refroidir juste les slots SSD et c'est un ventilateur de 120 mm, 25 mm d'épaisseur. Le ventilateur qu'il y a pour les SSD est plus gros que pratiquement les 2 autres ventilateurs combinés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. On met des ventilateurs plus épais qui existent, des ventilateurs peut-être même avec un plus grand diamètre. Ça aussi, ça existe. Et on s'assure de bien le refroidir. Pour moi, au niveau de la taille de ce châssis, ils auraient pu clairement designer un mini PC
qui maximisait davantage les 120 watts de consommation du processeur. Et surtout le faisait en faisant moins de bruit. Parce que aussi un autre problème, c'est que, évidemment, il faisait pas mal de bruit. Alors, c'est pas un bruit désagréable. Honnêtement, les ventilateurs qu'ils ont choisis ont un bruit qui se fait entendre, mais c'est pas un bruit désagréable, aigu ou autre chose. C'est un bruit plutôt sourd. Donc ça, c'est un point positif. Mais c'était quand même beaucoup trop bruyant. Au point même que je vois aucun avantage par rapport à un ordinateur portable. Vous pouvez acheter des ordinateurs portables pour le même prix, c'est-à-dire 1500 ou 2000 €, qui auront plus de puissance et qui seront juste un meilleur choix pour beaucoup de gens. Mais bon, ça c'était le design de mini PC de GMK Tech. J'aimerais revenir sur cet APU et de sa place sur le marché et surtout répondre à la question: est-ce que c'est la fin des cartes graphiques dédiées? Pour le marché des PC fixes, non, pas tout de suite. Les cartes graphiques dédiées ont toujours leur place largement pour la plupart des gens. Mais au niveau des ordinateurs portables, selon moi, ce mini PC montre à quel point il y a beaucoup d'avenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses prometteuses. Le premier truc très impressionnant que j'ai pu découvrir avec ce mini PC, c'est que vous avez plusieurs modes de consommation. Vous pouvez le mettre en mode éco, où il consommera 55 watts maximum, ce qui est vraiment pas grand-chose. Vous avez ensuite le mode équilibré, qui consomme 85 watts, et puis le fameux mode performance, qui consomme 120 watts. Et vous pourrez dire, oh, en mode équilibré et éco, il va juste avoir des performances bien plus mauvaises. Mais c'est pas le cas. J'ai fait des tests dans Cyberpunk, et oui, en mode éco, c'est plus bas, mais il faut tenir compte qu'il consomme seulement 55 watts, qui est moins de la moitié que son TDP maximum. Et en mode équilibré, il a pratiquement les mêmes performances que le mode, justement, performance. Et ça, c'est hyper impressionnant. Imaginez la puissance que vous avez et vous pouvez le faire seulement consommer 55 watts. 55 watts, c'est vraiment rien. Et même le mode équilibré à 85 watts, la plupart des ordinateurs portables pourraient refroidir ça sans aucun souci. Même un 14 pouces, 85 watts, easy. Ça, au niveau des APU, pour justement le marché des ordinateurs portables, c'est incroyable, c'est vraiment prometteur. L'avantage de ces APU, c'est que comme vous mettez GPU et CPU au même endroit, mais vous pouvez mieux refroidir parce que vous pouvez utiliser le même refroidissement pour soit le CPU ou le GPU. Donc ça permet de partager les ressources. Vous avez une meilleure efficacité énergétique parce qu'il y a juste moins de tracés, il y a moins de distance entre justement le GPU et le CPU. Vous avez aussi le fait qu'ils peuvent profiter de la même mémoire. Donc au lieu d'avoir de la mémoire pour le GPU, de la mémoire pour le CPU, tout le monde partage la même mémoire et vous pouvez choisir, vous, comment vous allouez cette mémoire. Vous pouvez dire, ah ben le GPU il a 8 Go, ah ben non il a 16 Go. Et comme ça, vous pouvez jauger selon votre utilisation de votre PC. Et ça, c'est incroyable. Il y a des désavantages, évidemment, vu que la mémoire est soudée derrière, donc on ne peut pas l'upgrade. Mais vous avez forcément des avantages au niveau efficacité énergétique et utilisation des ressources. Et c'est là que les APU, selon moi, brillent énormément par rapport à la solution actuelle. Donc pour moi, ce Ryzen AI 395 est très prometteur, mais c'est juste pas un produit assez bon à l'heure actuelle. Il y a un petit peu les fesses entre trois chaises, littéralement. Vous pourriez dire, oh, il a beaucoup de puissance GPU, c'est pour les gamers. Mais à côté de ça, vous avez 16 cœurs qui sert à rien. 16 cœurs 32 threads pour un gamer, pas vraiment utile. Et puis, vous pourriez dire, ah, mais c'est fait pour les créateurs de contenu alors. Mais le truc, c'est que AMD, au niveau création de contenu, au niveau, je sais pas moi, création de 3D dans Blender et tout ça, Nvidia fait juste beaucoup mieux parce que beaucoup de ces programmes supportent mieux le set d'instructions CUDA plutôt que qu'utilise AMD qui est souvent OpenCL. C'est juste pas assez bon. Et la dernière chaise, littéralement, c'est le marché des IA. Là aussi, vous pourriez dire, oh, mais ce mini PC est fait pour les IA. Ce processeur est fait pour les IA. C'est même dans le nom. Et là, je dirais, non, pas vraiment. Il y a des tests qui ont été conclus dessus. J'ai fait un petit peu des tests aussi de ma part. L'un des avantages à avoir justement 128 Go de RAM maximum dessus, c'est que vous pouvez charger des énormes modèles. Sauf que vous ne voulez pas charger un énorme modèle sur ce processeur parce qu'il n'y a juste pas la puissance GPU pour faire tous ces calculs assez rapidement pour que ce soit utile. Oui, vous pouvez charger un énorme modèle, mais ce modèle est tellement complexe que ça ne sert à rien en fait. Même faire tourner des modèles plus simples, vous allez vous retrouver avec 15 tokens à la seconde, ce qui est pas grand chose. C'est utilisable, mais c'est pas grand chose. Et derrière, vous avez dépensé plus de 1500 € dans un PC. Vous auriez pu juste faire un mini PC mini ITX avec une RTX 5070 et avoir plus de performance et toujours assez de VRAM pour charger quand même des modèles utilisables. Éventuellement, vous auriez pu faire un PC avec une 5070 Ti, avec 16 Go de VRAM, vous pouvez déjà charger pas mal de modèles qui sont, voilà, intéressants. Donc juste des choix assez étranges à part d'AMD. Vous
Vous avez bien son petit frère, le AI 385, qui est sûrement plus intéressant, mais qu'on voit très rarement parce que personne l'utilise, parce que tout le monde veut forcément le plus gros modèle avec les plus gros chiffres, ça fait plus impressionnant. Mais pour moi, il est juste beaucoup plus logique. Vous avez 8 cœurs, 16 threads et toujours un CPU avec 32 CU, ce qui est... Voilà, celui-là, il a 40 CU, donc c'est pas si loin que ça, et c'est toujours 2 fois ce que vous avez dans un Ryzen Z2 Extreme, qui est ce processeur que vous avez dans les mini-consoles portables qui tournent sous Windows. Donc en réalité, quand même pas mal de puissance GPU. Donc oui, pour moi, ce Ryzen AI 395 ne sera pas la révolution qu'on attend au niveau justement des ordinateurs portables, en tout cas au niveau de ses APU, mais c'est extrêmement prometteur parce que dans le futur, quand AMD sera un petit peu plus logique au niveau de leur choix, imaginez un APU avec par exemple 8 cœurs, voire 12 cœurs CPU, parce que AMD voudrait passer justement à plus de cœurs CPU, pas logique. Donc imaginez un APU avec 12 cœurs, 24 threads. Vous avez un GPU RDNA 4.0, parce qu'ici on est sur une ancienne architecture, on est sur la même architecture que les RX 7000. Donc imaginez un APU qui utilise justement RDNA 4.0, donc les mêmes GPU que ce qu'on a sur les RX 9070 et 9060. Et puis à côté de ça, vous avez la nouvelle LPDDR6 qui a encore plus de vitesse au niveau de la mémoire et donc devrait donner plus de performance pour le GPU. Mais là, on pourra avoir un APU très intéressant. Pour information, 40 CU, ce que vous avez ici, c'est le même GPU au final au niveau taille que ce qu'on a dans la RX 9060 XT. Et c'est une carte graphique qui n'est pas la plus puissante au monde, mais qui est très puissante. Et avec le gain en efficacité énergétique de combiner le CPU, de partager la mémoire et tout, AMD pourrait faire un APU qui a pratiquement les mêmes performances qu'une RX 9060 XT dans un format mobile qui tiendrait dans un ordinateur portable et qui consommerait maximum 120, allez, peut-être on peut pousser à 140 watts maximum pour les plus gros châssis et ce serait franchement, selon moi, hyper impressionnant. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que les cartes graphiques dédiées, oui, PC fixe, vont pas être remplacés de sitôt. Mais dans le marché des ordinateurs portables, on commence à s'en rapprocher. Encore une fois, vous avez Apple qui le fait depuis de très nombreuses années. Vous avez évidemment Qualcomm qui s'est lancé sur le marché. Vous avez AMD avec ces processeurs-là, et ainsi que les processeurs qu'on a dans les consoles, et aussi les consoles mobiles avec les Ryzen Z1, Z2, et aussi le processeur utilisé dans le Steam Deck. Donc, il commence à avoir de plus en plus d'acteurs, et même Intel, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait faire un CPU avec une énorme partie GPU qui ressemble justement à ce genre d'APU. Et du coup, je pense que ça va commencer d'abord par les ordinateurs moins puissants. Mais à terme, on pourrait se retrouver dans une situation où juste vous avez un énorme GPU et CPU combiné en un seul APU et ça a juste plus de sens. Et pour information, il y a même Nvidia qui pourrait se lancer sur ce marché-là parce qu'il y a des rumeurs comme quoi le N1X, qui est une nouvelle puce d'Nvidia pour arriver en 2026, qui utiliserait 20 cœurs CPU basés sur l'architecture ARM, donc similaire à ce que fait Apple et Qualcomm, et aurait un GPU avec 6144 coups d'accord, ce qui est le même GPU qu'on a dans la 5070. Énormément de puissance et ce serait destiné justement à des ordinateurs portables. Bon, évidemment, les processeurs ARM, ça introduit d'autres problèmes, mais ça vous montre juste que tout le monde est en train de faire des APU. Donc, c'est juste une question de temps avant que ces APU deviennent suffisamment bons pour totalement remplacer des GPU dédiés. Et c'est pour ça que selon moi, ce processeur en particulier est juste la première étape, c'est la première génération. Et cette première génération est intéressante, mais comme toute première génération, voilà, c'est pas la plus intéressante pour tout le monde. Donc la deuxième génération, c'est là où ça va devenir très intéressant. Et puis la troisième génération, ça va devenir encore meilleur, au point même que, oui, à terme, je vous le dis, il y a de fortes chances que la plupart des ordinateurs portables à terme aient juste des APU. Des APU avec une énorme partie graphique, énormément de puissance, et qui sont juste beaucoup plus logiques. Maintenant, j'espère juste qu'ils vont trouver une solution pour mettre de la RAM interchangeable, parce que la RAM soudée, c'est pas une bonne chose pour le consommateur, quoi qu'il arrive, donc ouais, il faudra voir ça. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'aurais pu faire plus de tests et tout ça, mais je pense que vous l'avez bien compris, même si c'est un produit intéressant, que ce soit le mini PC ou le processeur, c'est juste pas pour tout le monde, vraiment pas tout le monde. J'aimerais voir par contre plus de tests de ce fameux Ryzen 385, parce qu'il a l'air hyper intéressant. Il y a des rumeurs comme quoi vous avez GDP Win qui va le mettre dans une console portable, une petite console Windows portable, et là c'est un peu abusé. Ils vont mettre aussi le 395, mais là ça n'a aucun sens selon moi. Le 385 par contre pourrait être intéressant. Mais ça on verra bien, ma foi. Dans tous les cas, que pensez-vous justement de l'arrivée de ces énormes APU? Est-ce que vous voudriez avoir un ordinateur portable avec justement un APU basé sur RDNA 4.0, avec pas mal de puissance GPU, et tout combiné en un?
avec peut-être le désavantage que la mémoire est soudée, mais derrière, vous avez plus de liberté, vous avez la possibilité d'allouer la RAM comme vous voulez, et juste une meilleure efficacité énergétique. Dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez apprécié, plus un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, plus un pouce rouge. On se retrouvera. Ciao!